Bonjour à tous. Dans les titres de votre actualité régionale, les retraités dans la rue ce jeudi dans plusieurs villes de la région. Ils manifestaient contre la réforme de la CSG qui impacterait, selon eux, leur pouvoir d'achat, images et réactions à suivre. Deux familles de réfugiés géorgiens à la rue à Lorient depuis plusieurs jours. Les associations sont sans solution d'hébergement. Elles lancent un appel à la solidarité. Vous les entendrez. Et puis la semaine dernière, des agriculteurs manifestaient à Paris contre la possible suppression en France du glyphosate, un herbicide. Alors pourquoi ce produit fait-il autant réagir? Notre éclairage dans un instant. Avoir une maison et un petit jardin en agglomération, c'est le rêve de beaucoup d'habitants. Pourtant, dans certaines communes, difficile d'y accéder. Brest tente de trouver des solutions et lance un concours pour dessiner la maison de ville. Voilà pour les titres et bienvenue dans cette édition du jeudi 28 septembre 2017. Les retraités étaient dans la rue ce jeudi. En Bretagne, on a recensé près de 2500 participants. Leurs revendications portent sur la hausse d'1,7 point de la CSG, la contribution sociale généralisée. La mesure doit toucher les retraités percevant plus de 1 200 € par mois et devrait rapporter plus de 20 milliards d'euros à l'État. À l'appel de plusieurs organisations syndicales, des rassemblements ont eu lieu à Morlaix, Quimper, Lorient ou encore à Lannion. À Brest, près de 700 retraités étaient présents. Frédéric Lorenzo en a rencontré quelques-uns. On nous apprend qu'on va nous augmenter au 1er octobre les pensions, mais en même temps on va nous retirer 1,7 sur la CSG. Donc il suffit de faire le compte pour voir que encore le pouvoir d'achat des retraités va diminuer. Moi je suis retraitée, mais je voudrais représenter aussi tous les retraités qui sont malades, qui sont chez eux, qui ne peuvent pas manifester. Ces anciens-là ont travaillé souvent 40 ans. Ils vont avoir la hausse de la CSG, mais ils ne vont pas être exonérés non plus de la taxe d'habitation. Ils sont souvent autour de 2 000 € de revenus mensuels. Donc ils vont prendre de plein fouet non seulement la CSG, mais aussi le maintien de la taxe d'habitation qui, en général, est augmentée dans la plupart des communes. Donc ils voient leur pouvoir d'achat nettement diminuer. Et puis c'est une cible facile. Je trouve que c'est un peu facile pour le gouvernement de s'attaquer aux anciens. À Lorient, deux familles de réfugiés géorgiens viennent de passer leur 3e nuit dans la rue. 4 adultes et 4 enfants d'une dizaine d'années arrivés il y a plus de 3 semaines et ils effectuent actuellement leur démarche pour une demande d'asile. Mais depuis lundi dernier, associations et collectifs n'ont plus de solution d'hébergement. L'une des bénévoles du collectif d'accueil du pays de Lorient a donné plus d'informations à Karine Chevrolier. Depuis leur arrivée, ils ont été pris en charge par des associations, des collectifs du pays de Lorient qui se débrouillent pour trouver des appartements, des maisons, des chambres pour loger les gens de manière urgente, sachant que le 115 ne prenant pas les enfants, c'est toujours un peu compliqué. Et là, toutes les associations et tous les citoyens qui entourent ces familles depuis maintenant 3 semaines, un mois, sont arrivés au bout de leurs possibilités en fait, d'hébergement. Là, au jour d'aujourd'hui, on a tout simplement plus d'endroits où les loger et on a besoin d'un coup de main. Et une solution pour ces familles va peut-être être trouvée dès ce jeudi soir. Le sous-préfet de Lorient recevait en effet familles et porte-parole en fin de journée. Dans l'actualité également, ce jeudi, un séisme de magnitude 3,9 sur l'échelle de Richter s'est produit entre Rennes, Laval et Châteaubriand cette nuit. Le détail avec Benjamin Bréon. Un séisme de magnitude 3,9 s'est produit ce jeudi matin près de Rennes. Il n'a pas fait de dégâts. Les secousses sismiques sont un phénomène régulier en Bretagne, plus de 1100 depuis 1980. La plupart d'une magnitude inférieure à 3 ont été quasi imperceptibles. Le plus fort, d'une magnitude de 5,4, s'est produit en 2002 près d'Hennebont dans le Morbihan. Un parent d'élève du cloître Saint-Égonec a été placé en garde à vue ce jeudi après-midi en lien avec l'occupation du rond-point du Puy à Morlaix la semaine dernière. Des CRS ont été déployés devant le commissariat pour prévenir toute action, notamment de la part des agriculteurs qui se sont solidarisés avec les parents. Un nouveau rendez-vous avec l'inspectrice est prévu ce vendredi pour trouver une sortie de crise. Menace sur la foire Saint-Michel de Brest l'an prochain. Le maire François Cuyandre a indiqué ce mercredi qu'il y renoncerait dans ces conditions-là. Dans son viseur, les mesures de sécurité imposées par l'État et leurs coûts, ainsi que les retours des Brestois déçus par une édition 2017 faiblarde et pluvieuse. Quimper est devenue ce jeudi la première collectivité bretonne productrice de gaz. Du méthane épuré, produit par la station d'épuration du Corniguel, est réinjecté dans le réseau GRDF. La centrale privée Volvé en produit également, cette fois à partir des effluents agricoles et d'entreprises. Avec les deux
Quimper produit aujourd'hui 7% de sa consommation de gaz. Le gouvernement a fixé pour 2030 un objectif global de 10% de méthane vert dans le réseau GRDF. Enfin, on vous en parlait mardi, c'est parti pour le festival du film britannique de Dinard en Ille-et-Vilaine. Les membres du jury, dont Nicole Garcia, Vincent Elbaz ou Clémence Poésy, sont arrivés ce mercredi. Au menu projection, court-métrage avant-première. Et en bonus, la bonne humeur du producteur et membre du jury, Michael Ryan. Prolonger ou non l'utilisation du glyphosate, un herbicide pour les 10 prochaines années? Voilà la question que vont devoir trancher les États européens dans les semaines à venir. Une question qui, on en a déjà parlé, fait réagir les agriculteurs qui défendent l'utilisation de ce produit. En revanche, les écologistes estiment l'herbicide trop dangereux pour la santé. Dans le Morbihan, les explications de Fanny Coconnier. Ici à Mauron, Jean-René Meunier produit des haricots verts, des choux ou encore du blé. Sur cette parcelle de 5 hectares, du blé doit être semé en novembre. Avant, il en traitera une partie au glyphosate. On a des mauvaises herbes qui sont problématiques pour la culture qui viendra derrière. Et durant l'été, on a eu des conditions bretonnes très humides qui font que les destructions mécaniques de ces adventices n'ont pas fonctionné correctement. On va avoir à peu près 1 hectare ou 1,5 hectares où je vais mettre du glyphosate. Sur cette parcelle où les mauvaises herbes sont de taille moindre, l'agriculteur se contentera d'un traitement mécanique. Pour ce responsable syndical, la bonne utilisation du glyphosate est une question de dosage. C'est un produit dangereux, comme tout produit, mais ce n'est pas pour cela qu'il est à risque. Je vous prends un exemple tout simple. Vous prenez votre voiture, elle est dangereuse par nature, mais vous avez passé un permis pour apprendre à vous en servir. Et sur ces produits phytosanitaires, c'est la même chose. Nous, notre rôle d'agriculteur, c'est de faire en sorte que l'alimentation qu'on va amener à nos consommateurs soit sans risque. Pour le sénateur écologiste Joël Labbé, il faut arrêter le plus tôt possible l'utilisation de l'herbicide. En ce sens, il soutient la position de Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique. Il s'appuie notamment sur une étude de l'Organisation mondiale de la santé qualifiant le glyphosate de cancérogène probable. On en connaît les conséquences en termes de risque de cancer. Le compromis dans ces domaines-là, puisqu'il s'agit de santé publique, n'a plus lieu de mise. Ça fait tellement longtemps que l'on dit qu'il faut en sortir. Là, on parle du glyphosate, mais derrière le glyphosate, il y a aussi tous ces pesticides que l'on appelle CMR. Cela aussi, il faudra en sortir et il n'y a pas d'autre solution que par l'agriculture alternative, notamment l'agriculture biologique. Joël Labbé appelle cette semaine les parlementaires du Morbihan à soutenir Nicolas Hulot. 4 d'entre eux ont signé un texte demandant une sortie graduelle du glyphosate. Les agriculteurs demandent aussi du temps pour trouver des alternatives. Vous connaissez sûrement les drones, ces engins volants qui font un tabac à chaque fête de fin d'année. Les entreprises et les militaires sont également intéressés par ces appareils. Et ce jeudi à Lanvéoc, dans le Finistère, se déroulait le salon Blue Day Drone. L'occasion pour les entreprises de montrer les nouveaux produits. Texis Marine, basé dans le Morbihan, vient par exemple de lancer un nouveau drone de surface, c'est-à-dire qui va sur l'eau et qui servira à des fins environnementales. Pierre Boursier, le directeur de l'entreprise, nous en dit plus sur ce marché émergent. Un bateau en fait facile à transporter, facile à déployer, flexible et abordable. Donc dans un modèle économique qui est vraiment en rupture avec ce qu'on pouvait trouver auparavant. Ça permet de déployer peu d'équipage, une seule personne aux commandes. Là où aujourd'hui on déploie une vedette avec des équipages et des compétences scientifiques et des compétences maritimes. Donc là on est sur un modèle allégé avec un robot qui simplifie les tâches de mission. Il est très communicant. Et ces capteurs mesurent et auscultent les fonds marins. Ça va de la cartographie à la détection de pollution, à la prélèvement de polluants et à la mesure scientifique en général. La deuxième plus grosse ville de la région, Brest, perd des habitants. Une baisse que la ville essaie de contrecarrer en proposant un concours pour dessiner la maison de ville. Car les urbains veulent maintenant pouvoir profiter des avantages d'une maison tout en étant dans la cité. Les explications de Frédéric Lorenzon. C'est le rêve de beaucoup de citadins. Une maison de ville avec un petit jardin. Un bien qui coûte, dans ce quartier de Brest, entre 250 et 350 000 euros. Inaccessible pour une bonne partie des ménages. Conséquence, la ville de Brest perd chaque année des centaines d'habitants. La métropole vient de lancer un concours d'idées auprès des architectes. Imagine ma maison de ville.
Alors nous avons voulu organiser ce concours d'idées justement pour faire réfléchir à la fois les habitants, mais aussi les promoteurs, les architectes, sur l'offre de logements, et notamment en maison individuelle. Sinon, les habitants vont quitter la métropole et aller s'installer justement dans les communes avoisinantes où il est possible de construire ces maisons individuelles. La métropole brestoise a identifié 9 parcelles sur lesquelles les architectes ont imaginé des projets. Le public est amené à voter et à élire la maison de ville idéale. Reste que les terrains sont rares en cœur de ville. Ce propriétaire a trouvé la solution, construire sur le toit d'un immeuble. On voulait tous les avantages de la ville en ayant une maison avec certainement un espace de vie un peu plus élargi, donc un petit jardin. Sans enlever cela, nous pouvons très largement densifier la ville. Donc c'est une opportunité, parce que ça nous permet aussi d'améliorer l'image de la ville peut-être. J'espère que ce projet-là améliore en tout cas, mais c'est quelque chose que nous avions en tête et que je pense les politiques en général devraient avoir en tête. Les votes pour le concours Dessine-moi une maison de ville sont ouverts jusqu'au 15 octobre. Le lauréat sera désigné lors d'une rencontre au Quartz le 20 octobre. Un tout autre univers à présent, partons sur le canal de Nantes à Brest dans les Côtes-d'Armor. Le département veut y développer le tourisme. Les travaux d'aménagement sont en cours sur les écluses et cet été, la préfecture a donné l'autorisation de remettre à la navigation 15 km de voies d'eau, une renaissance dont nous parle Mathilde Kemener. À Glomel, des travaux sont en cours sur 2 écluses. Après celle-ci, il n'en restera plus que 6 à restaurer sur la partie costarmoricaine du canal de Nantes à Brest. Sur les 42 km, on a 55 écluses. C'est un vrai parcours qui est très apprécié maintenant puisqu'on a des randonneurs. Là, on voit un jogger qui arrive. Tout à l'heure, on a vu des vélos. Ça crée de l'activité et je pense que tout le monde profitera de cet ouvrage qui est encore plus beau qu'il n'était avant. Et depuis cet été, la préfecture a donné son feu vert pour une remise en navigation, une première depuis 1957. Elle concerne une section de 15 km du canal. Les bateaux peuvent maintenant relier l'abbaye de Bon-Repos au lac de Guerlédan. Sur le canal de Nantes à Brest, la section costarmoricaine, les 42 km, là, était la seule qui n'était pas navigable. Donc l'intérêt de cette remise en navigation, c'est de faire en sorte que le canal retrouve sa fonction initiale et qu'après des activités soient développées par des gens localement ou des associations ou des privés, peu importe, mais voilà que c'est un effet d'entraînement. Ainsi, les élus espèrent sortir de l'oubli cette voie d'eau construite au XIXe siècle. Ce patrimoine-là, il correspond à l'histoire de la Bretagne, avec des passages assez étonnants. Quand on regarde la Grande Tranchée, quand on regarde la double écluse de Coatnatus, c'est des éléments qu'il faut avoir découverts. Ça fait vraiment partie de la grande histoire de la Bretagne et du centre-Bretagne en particulier. Le conseil départemental souhaite faire du canal un élément incontournable des Côtes-d'Armor, tout comme le lac de Guerlédan, où un projet de parc d'attractions est en cours d'élaboration. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Très bonne soirée.